Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Juste après, on fait quoi? Cette semaine, on a fait le choix de traiter un sujet d'actualité. Peut-être que vous avez vous aussi entendu parler avec la crise qu'on traverse, le fait qu'on a du coup pas mal de questions autour du fait de relocaliser l'activité en France. Euh, de ce fait-là, je vais juste, alors peut-être avant de lancer la discussion, m'assurer que vous m'entendez bien. Est-ce que vous pouvez me mettre dans converser, si c'est le cas, si vous m'entendez bien? Super. Et ben, je continue et j'invite Sonia et Thomas à activer le son et l'image pour me rejoindre. Donc, du coup, effectivement, on s'intéresse à un sujet qui nous intéresse tous, qui est le sujet de la relocalisation de certaines activités en France. On a pu voir que, par exemple, quand on produit des masques à l'autre bout du monde et qu'on n'a plus la main sur la production, ça peut poser des problèmes dans ce contexte de crise sanitaire. Et donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Thomas Uriez, le fondateur de 1083, qui est dans le Made in France depuis déjà plusieurs années et qui pourra nous faire un retour d'expérience sur, est-ce que ça marche ou pas, le Made in France. Donc bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à tous. Alors, du coup, je me présente. Moi, je suis Audrey Arnaud et je travaille dans la conduite du changement et l'économie circulaire. Et aujourd'hui, pour ce live, on a le plaisir de recevoir une nouvelle personne en copilote. Il s'agit de Sonia Razafin Dranali. Bonjour à tous. Alors, Sonia, je te laisse te présenter en 2 minutes. Eh bien, du coup, voilà, je m'appelle Sonia Razafin-Dranali. Je suis consultante dans une coopérative d'entrepreneurs qui s'appelle R, l'Agence de l'innovation responsable. Et donc, je suis consultante. J'ai deux casquettes. J'ai la casquette communication qui me permet d'intervenir sur différents sujets, dont beaucoup l'économie circulaire. Et puis, j'ai aussi un passif très en lien avec le secteur culturel. Donc, je fais pas mal de gestion de projets culturels. Donc voilà pour ma présentation. Et du coup, moi aujourd'hui, je vais modérer le débat et je vais surtout faire remonter vos questions. Donc, je vais vous expliquer un petit peu les règles pour que vous puissiez poser vos questions librement et tranquillement. Donc, pour cela, il suffit juste en bas de poser vos questions sur le Q et R, la petite pastille que vous voyez. Donc, vous les faites remonter. Moi, je les fais remonter au fil de la conversation. Et si je n'ai pas réussi à les placer, eh ben, elles seront pour la fin. Mais on essaiera en tout cas de répondre au maximum de questions. Et puis, vous pouvez aussi converser entre vous. Et pour ce faire, il suffit de cliquer sur la petite bulle «Converser», ce qui vous permet d'échanger entre vous pendant le webinaire. Merci Sonia. Alors, je vais regarder un petit peu le sondage qui est avec nous. On a 22% de porteurs de projets qui souhaitent changer le monde. On a deux chefs d'entreprise qui souhaitent repenser leur modèle économique. On a 11% de salariés qui veulent faire bouger les lignes, 25% de consultants qui veulent mieux servir leurs clients et 36% de curieux que la thématique intéresse. Et alors, à la question, savez-vous pourquoi 1083 s'appelle 1083? On a quand même 73% qui connaissent cette petite histoire. Donc, je vais du coup lancer ce live. Bonjour Thomas. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et pourquoi 1083 s'appelle 1083 pour les 25% qui n'ont pas la réponse? Eh bien, bonjour à tous. Je suis donc Thomas Uriez, le fondateur de 1083. On est ici dans notre atelier de confection de jeans à Romans-sur-Isère, qui est momentanément dédié à la fabrication de masques. Et donc 1083, c'est une marque que j'ai créée en 2013, après avoir créé mon entreprise en 2007. À la base, moi, je suis informaticien. J'ai exercé pendant 4 ans comme responsable informatique. Mais au bout de 2, 3, 4 ans, j'ai commencé à voir l'ennui arriver. Et comme on bosse tous au moins 8 heures par jour pendant au moins 40 ans, ça me désespérait un peu de consacrer ce temps professionnel qui prend un temps fou sur une vie en réalité. Je ne voulais pas le consacrer à des choses qui ne m'étaient pas chères ou qui n'étaient pas en lien avec mes convictions. Et donc en 2007, j'ai décidé de créer ce job d'informaticien, de responsable informatique. Donc j'avais 24 ans, 25 ans. Et pour m'installer à Romans, dans la Drôme, parce que j'ai grandi à Vrep, près de Grenoble. Et du coup, c'est la ville de mes grands-parents, Romans. Et du coup, j'ai transformé une maison de famille qui est en face d'un centre de magasin d'usine qui s'appelle Marc Avenue en une boutique de mode éthique. L'éthique parce que je voulais du sens et une boutique de mode juste parce que c'était en face de Marc Avenue. Et donc, je suis arrivé comme ça dans la mode et dans le commerce par cette maison de famille dans laquelle j'ai ouvert un magasin de vêtements bio. C'était en 2007. Et puis, il y a eu plein d'aléas, je sais pas, peut-être on en parlera, notamment la fermeture de mes fournisseurs.
Et du coup, suite à ça, j'ai décidé de moins dépendre des autres, quelque part, et de créer ma propre offre. Et donc, j'ai lancé 1083 en 2013 pour étoffer l'offre de mon magasin, pour accélérer un peu la relocalisation, puisque du coup, même en mode éthique, on vend du Made in France, mais on vend aussi des choses lointaines. Et du coup, je trouve important qu'il y ait les deux. Et aussi pour une question de style, parce qu'à l'époque, la mode éthique, il y a 13 ans, c'était pas forcément Jojo. Enfin, c'était pas si loin que ça de la caricature du bonnet péruvien. Et du coup, voilà, moi, je voulais vraiment mettre mes valeurs, mes idées dans un produit que tout le monde porte, dans un produit universel. Et j'ai choisi le jean pour cette raison-là. Et donc, j'ai lancé 1083 en 2013 en financement participatif. J'espérais vendre 100 jeans. Et puis, on en a vendu 1000. Et voilà comment ça s'est accéléré. On a énormément grandi en 6 ans. Et voilà, le but du jeu, c'est de durer. Et donc, pour ceux qui ne savent pas quelle est la distance entre les deux villes les plus éloignées de France, l'histoire de 1083, c'est une histoire de proximité. Au-delà du Made in France, c'est vraiment parler de proximité. Quand on est proche les uns des autres, quand on est proche des raisons, des conséquences des choix qu'on fait, alors c'est plus fort que nous, on agit mieux, on fait des meilleurs choix, plus vertueux. Et donc, ça m'intéressait de parler de cette notion de proximité au travers des kilomètres. J'ai cherché la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Ces deux villes sont Menton au sud-est et Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Et donc, notre démarche, c'est de fabriquer des jeans et des baskets à moins de 1083 km de chez nous, puisque c'est la plus longue distance que l'on peut trouver dans l'Hexagone. Voilà. Alors, peut-être la première question que j'ai envie de te poser, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, puisqu'on a vraiment parlé, on a vraiment axé ce webinaire sur la relocalisation. C'est est-ce que le Made in France, ça marche aujourd'hui? Oui, alors derrière ta question, il y a deux réponses en fait. Est-ce que ça marche en termes de marché? Oui, de plus en plus. C'était pas mort, hein, parce que on a l'impression que le Made in France, c'est rien du tout. Mais en fait, si vous allez dans un supermarché, 80% de ce que vous pouvez acheter est Made in France, puisque l'agroalimentaire est quand même très développé en France. Le sujet, il est surtout spectaculaire là où ça a pêché. C'est sur le textile, c'est sur l'industrie, c'est sur l'automobile. Tout ça, ce sont des pans entiers de l'industrie qui sont partis. Donc, le Made in France existe depuis longtemps et va continuer d'exister encore plus. Il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est en termes de marché. Oui, ça marche. Il y a de plus en plus de consommateurs qui comprennent le lien automatique, mécanique, mathématique qu'il y a entre sa carte bleue et son écosystème. Donc, en fait, il y a un lien direct que tout le monde comprend encore mieux aujourd'hui avec la crise. Donc, en termes de marché, oui, ça marche. Est-ce Après, que tu as des données chiffrées de marché, de croissance, de ce que ça implique, ou c'est, voilà, vous le vivez, vous, intérieurement, au sein de 1083? Oui, on le vit. Il y a un retour, enfin, ça se voit en fait. À Romans, par exemple, qui est la capitale de la chaussure, de 1980 à 2010, il n'y a eu que des pertes d'emplois. Et là, entre la maroquinerie, la chaussure et nous, il y a énormément de création d'emplois dans le même secteur. Donc, on sent que c'est vraiment une attente des consommateurs qui tire le marché et qui crée des emplois grâce à cette attente. Donc oui, ça marche en termes de marché. Par contre, le deuxième sujet, c'est est-ce que c'est rentable? Oui. C'est ça aussi marché. C'est finalement, est-ce qu'on réussit à bâtir des filières pérennes économiquement, pérennes environnementalement aussi et pérennes humainement? C'est les trois sujets importants. Et sur ces trois points, ma réponse, en tout cas pour 1083, c'est oui sur les trois plans. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là, du coup. La démonstration est faite. Non, alors si on rentre un peu plus dans le détail, c'est déjà qu'est-ce qui fait que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement? Je ne sais pas si tu peux mettre des mots sur le fait qu'il y a de plus en plus d'attentes. Et qu'est-ce que ça veut dire le Made in France? Souvent, quand on est consommateur, on se dit, OK, il y a une étiquette Made in France, mais qu'est-ce qui est vraiment frais en France? Est-ce qu'il n'y a pas toute la chaîne amont plutôt, qui est faite ailleurs? Et en fait, il y a une dernière étape qui est faite en France et on peut apposer le logo Made in France. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur votre philosophie? Alors, qu'est-ce que c'est être fabriqué en France? Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du produit, ça dépend, et ça dépend de la règle du jeu qu'on se donne. Si on reste dans l'habillement, il y a plusieurs catégories. Mais globalement, ce qui va compter, c'est le pourcentage du prix de revient qui est fait en France. Donc ça, on pourrait dire, tiens, on achète un t-shirt au Bangladesh 1 euro,
on fabrique et on pose une étiquette en France, ça coûte 1,50 €. Bon, ben, grâce à cette étiquette fabriquée en France et cette pose en France, hop, le t-shirt peut être dit fabriqué en France. Eh ben non. Parce qu'en plus de 50% du prix de revient, il faut que l'ouvraison, c'est-à-dire l'étape essentielle de la fabrication du produit, soit aussi fait en France. Et cette ouvraison essentielle, elle dépend du type de produit. Donc, sur un vêtement, c'est la confection, la couture. OK. Mais sur un drap, c'est le tissage. Parce qu'en fait, un drap, c'est plus de travail de le tisser que de le coudre, parce qu'il y a juste un ourlet à faire. Par contre, un jean, c'est l'inverse. Il y a plus de couture que de tissage. Donc, cette dernière ouvraison, elle dépend des familles de produits. Et donc, vous pouvez vous retrouver avec un drap made in France, filé, teint, tissé en France, confectionné en Tunisie, et un jean made in France qui est l'exact inverse de cette filière-là. Oui, très Donc, clair. c'est pas simple, c'est un peu confusant. Et ensuite, ça, c'est ce que dit le code des douanes. C'est ce qui fait qu'une marque a le droit, de manière autonome, de mettre fabriqué en France ou made in France sur l'étiquette de son vêtement. Mais on peut aller plus loin. Et il y a des labels qui permettent d'aller plus loin. Par exemple, le label Origine France Garantie, il demande la même chose, mais il va un peu plus loin. Par exemple, si vous faites un jean, comme le jean, c'est américain, mais son nom, ça vient de la ville de Gênes. Et en même temps, la toile de jean de Nîmes, ça vient de la ville de Nîmes. Donc, en fait, tout le monde trouve un peu midi à sa porte. Mais du coup, il y a une histoire française avec le de Nîmes. Donc, le label Origine France Garantie dit, ben, si vous voulez faire du jean et que vous voulez vraiment que ce soit made in France, alors, par rapport à l'histoire du jean et du de Nîmes, il faut que le tissu soit fait en France en plus de la confection. Donc, nous, tous nos jeans sont labellisés Origine France Garantie parce qu'ils sont et confectionnés et tissés en France. En réalité, ils sont même teints et filés. Mais pour le label, c'est important qu'ils soient tissés, pour le label OFG. Et pour France Terre Textile aussi, sachant que France Terre Textile va remonter encore plus la filière et donc souligner l'éventuelle filature en France, l'éventuelle teinture en France, l'ennoblissement en France, toutes ces étapes qui sont essentielles à la fabrication d'un vêtement. Et donc tout ça fait que monsieur et madame Michu sont un peu paumés parce que selon les familles de produits, selon le label que l'on emploie et selon la sincérité et l'honnêteté de la marque, eh ben, on se retrouve avec… et selon la malice aussi de la marque. Parce que vous pouvez avoir un drapeau bleu, blanc, rouge sur un produit qui n'est pas fabriqué en France. Oui, effectivement. Donc, tout ça fait que ben, y a une sorte de cloud là, pour le consommateur qui est pas simple pour s'y retrouver. Et nous, la seule réponse qu'on a trouvée, alors c'est con, j'ai pas de jean là pour vous montrer. Enfin, j'en ai qu'un sur moi, mais je ne vais pas l'enlever. C'est l'étiquette du jean à l'intérieur. Plutôt que de dire fabriqué en France, on a mis les 8 étapes essentielles de la fabrication d'un jean. Donc la culture du coton, la filature, la teinture, le tissage, la coupe, la confection et le délavage. Et j'ai oublié l'ennoblissement au milieu, c'est-à-dire la teinture du tissu, enfin le traitement du tissu pour le stabiliser. Et pour chacune de ces étapes, on dit dans quel pays c'est fait. Et comme ça nous permet et de montrer avec une totale transparence où est fait chaque étape. Et ça nous permet aussi de faire la pédagogie de ces étapes parce que c'est très, très, très important pour nous de permettre aux consommateurs de comprendre qu'un jean, ça ne pousse pas sur un arbre, que c'est plein d'hommes et de femmes qui sont au boulot, à l'œuvre pour fabriquer des produits de qualité. Et une manière pour nous de valoriser tous ces métiers-là, c'est de les montrer et c'est de les nommer. Et donc, c'est pour ça qu'on préfère parler des étapes plutôt que de dire Made in France. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire pour 1083, quel est le pourcentage pour un jean qui est fait en France par rapport à tout ce que tu disais là? Alors, si on parle, ça dépend. Alors, pareil là, je suis un peu l'imbécile, mais on a le temps, donc c'est pour ça. Si on parle du pourcentage en poids, comme c'est que du coton et un peu des boutons et dérivés, c'est à 99% du poids du jean pas fait en France, puisque c'est une matière première qu'on importe pour l'instant en attendant d'industrialiser notre innovation de recyclage des vieux jeans. Si on parle du prix de vente, là par contre, c'est 97% du prix du jean 1083 qui règle l'économie locale. Quand vous achetez un jean lambda, vous payez la TVA en France et le commerçant en France, et peut-être un petit bout de marque ou de logistique en France. Ça peut représenter entre 30 et 50% de l'argent que vous avez dépensé chez le commerçant. Quand vous achetez un jean 1083, en plus de la TVA en France, du commerçant en France et de la marque en France, vous rémunérez, vous permettez à une filière complète de vivre en amont, puisque vous payez l'atelier de confection en France,
l'ennoblisseur en France, le délaveur en France, le coupeur en France, le tissage en France, la teinture en France, la filature en France. Et donc, de ce fait, il y a 97% de l'argent que vous dépensez qui arrive de l'économie locale. Et du coup, c'est un modèle économique super performant parce que 97% de l'argent qui est dépensé localement reste sur l'économie locale et crée des emplois. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, nous, en 6 ans, donc en 2013, on faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires. En 2019, on en faisait 8 millions. Donc, on a multiplié par 40 notre chiffre d'affaires. Ce n'est pas nous qui l'avons multiplié, hein, c'est nos clients qui ont fait ça grâce à leurs commandes. C'est juste l'addition de chaque jean acheté par nos clients. Et ben, nous ont permis de créer 150 emplois avec seulement 40 000 jeans vendus. Pourquoi je dis seulement? C'est énorme pour nous, 40 000. Mais c'est seulement parce que le marché français, c'est 88 millions de jeans. Donc, vous voyez, c'est même pas une goutte d'eau, c'est une vapeur d'eau. Avec une vapeur d'eau du marché français du jean, eh ben, on réussit à créer 150 emplois. Alors, ça permet de mesurer le potentiel de création d'emplois qu'on aurait en théorie si on achetait tout en France. Alors du coup, je suis obligée de faire la promotion de ton livre que tu as écrit, sur lequel tu dis effectivement 1 million d'emplois près de chez nous en produisant et en consommant localement. Quand tu dis ça, c'est uniquement sur la filière du jean. Non, les 1 million, ils sont théoriques et ils sont liés à tous les biens de consommation courante et c'est un minimum. Je n'ai pas fait la règle de 3 des 150 emplois qu'on a créés pour 40 000 jeans et ce que ça donnerait pour 88 millions de jeans. S'il y a une des personnes qui peut le faire, là, ou qui est motivée pour le faire, qui le met en commentaire, qu'elle n'hésite pas. Mais du coup, ça permet de mesurer déjà les centaines de milliers d'emplois qu'on peut créer. Ça, si on considère au-delà du jean, les pulls, les t-shirts, les sous-vêtements, les chaussures, voilà, on explose les créations d'emplois. Mais en fait, c'était juste le modèle économique qu'on avait dans les années 70 et 80. Donc, on sait le poids que l'industrie textile avait en France à l'époque. Voilà, on pourrait retrouver ça si on se remettait tous à consommer localement exclusivement. À mon sens, la mondialisation est une utopie, l'autarcie en est une aussi. Donc voilà, il faut rester mesuré, élastique. J'aime bien l'idée de l'élastique. 330 000, merci Olivier. Donc du coup, voilà, vous voyez, juste avec les jeans, 1/3 du million. C'est ça. Mais c'est génial. C'est ça. Et alors, du coup, tu parlais tout à l'heure d'une chose importante qui est la notion de transparence vis-à-vis des consommateurs. Je pense que 1083 se fait un point d'honneur sur cette notion de transparence. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment vous faites au-delà tu as parlé des étiquettes tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous menez pour être dans cette logique de transparence vis-à-vis de vos clients, sachant que je pense que c'est un sujet qui est universel aujourd'hui. C'est-à-dire que les marques aujourd'hui, même si elles ne sont pas irréprochables en termes de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, elles se doivent du coup d'être dans une transparence par rapport à ce qu'elles font. Oui, alors il y a la transparence et puis il y a la transparence sincère. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous regardez le site d'H&M, vous regardez le site 1083, visiblement, on est tous géniaux. Hein. Vraiment, on est formidable. L'industrie textile est d'une vertu extraordinaire. Mais ça, j'en rigole, mais c'est presque bien. Parce qu'en fait, si ces grandes marques-là font preuve de transparence, ce n'est pas en elles à la base. Pour autant, elles ont le droit d'évoluer. Et si elles l'ont fait, c'est grâce aux consommateurs. Et plus elles communiquent sur ces sujets-là, plus ça crédibilise ce que l'on fait et ce que l'on dit. Il n'y aurait rien de pire pour nous que d'être les seuls à porter ces solutions et à dénoncer ce qui ne va pas. On serait complètement marginaux. Donc, en fait, ce greenwashing, c'est un premier pas malheureux, mais nécessaire et qui les engage, ces marques-là. Alors, nous, effectivement, la transparence, c'est notre démarche depuis le début. Bon, moi, j'ai 38 ans. Quand j'avais entre 25 et 30 ans, j'adorais un entrepreneur qui s'appelle Patrice Cassard, qui avait monté un site qui s'appelle La Fraise, qui est fermé, je crois, et qui a créé Archiduchesse, la marque de chaussettes, et qui balançait tous les mois sur le blog son chiffre d'affaires, etc. Et en fait, ça m'avait vraiment hameçonné à sa marque. J'avais trouvé ça absolument formidable. Et quand j'ai lancé 1083 en 2013, ça faisait donc 6 ans que j'étais commerçant, que j'avais créé mon magasin. Et les 2-3 premières années, c'était vraiment la galère. Je vivais chez ma grand-mère, donc je n'avais pas besoin de salaire. J'étais nourri, logé, blanchi en échange de m'occuper d'elle et d'être auprès d'elle si besoin. Et du coup, mes débuts étaient vraiment très modestes.
je me rappelle, le chiffre d'affaires de la première année du magasin, c'était 40 000 euros. C'est ce qu'on fait en une semaine non, c'est même 4-5 jours du site 1083.fr aujourd'hui. Mais bon, j'étais imbécile heureux, voilà, ça se passait bien, j'apprenais. Et donc cet apprentissage, il m'a conduit à être de plus en plus en maîtrise de ce nouveau métier de commerçant et de la mode. J'ai comme ça démystifié tout un pan de la mode que je ne connaissais pas. Parce qu'au début, pour moi, s'habiller, c'était un enjeu utilitaire. En gros, pour ne pas avoir froid ou pour ne pas être tout nu. Et en fait, quand on va au musée de la chaussure à Romans, qui est à 200 mètres d'ici, et qu'on découvre les premières chaussures du monde, ce n'est pas du tout des chaussures pratiques. C'est des chaussures de parure. Et en fait, c'est vrai, quand on était tous tout nus, qu'on vivait dans des caves et qu'on était tous pollus, on n'avait pas besoin de vêtements, techniquement. Mais on portait déjà des parures. Donc, on se parait de vêtements, de bijoux, de tatouages. Et donc, le besoin primaire qu'il y a derrière la mode, ce n'est pas du tout un enjeu rationnel, matériel. C'est un enjeu irrationnel, émotionnel. C'est s'exprimer, en fait. Et du coup, quand j'ai compris que la mode répondait à cet enjeu-là, eh ben, j'ai plus du tout trouvé ça accessoire ou superficiel, mais j'ai compris qu'en fait, c'était archaïque, profond, un besoin important. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me dire, oh là là, mais les bonnets péruviens, ça ne va pas le faire parce que ça ne raconte pas ce que veut raconter Madame Michu, quoi. Et si on fout du coton de bio là-dedans, c'est très bien pour ceux qui aiment porter des bonnets péruviens, il n'y a pas de problème avec eux. Mais si on veut vraiment changer d'échelle, il faut absolument trouver des vêtements qui plaisent. Et donc, Et en l'amorce termes de de... 2023, Ouais. pardon. Et du coup, en termes de transparence, qu'est-ce qui vous a poussé à aller plus loin? Eh ben, c'est cet apprentissage-là qui a permis de nourrir plein d'échanges avec les consommateurs et qui m'a fait vivre un peu les vertus de toute cette proximité avec nos clients. Donc, ça a commencé par mettre dans mon magasin entre 2007 et 2013 plein d'informations sur l'origine des marques que je distribuais. Ça m'a engagé aussi à associer mes clients dans les collections que je choisissais et donc se séparer un peu du bonnet péruvien et trouver des marques un peu plus cool, stylées. Et puis petit à petit, j'ai étoffé, enfin j'ai vu qu'il y avait des manques. Par exemple, avant de créer 1083, j'ai créé une petite offre de chaussettes en coton recyclé, fabriquées au Portugal, que je vendais sous la marque Modetti, avec le nom de mon magasin, mais qui permet d'être beaucoup plus accessible. J'ai fait pareil des t-shirts. Et donc tout ça, grâce, en fait, avec ma communauté, avec mes clients, et ben, en fait, on a expérimenté des choses et des trucs qui n'ont pas du tout marché. Par exemple, j'ai fait des rayons gratuits. Rayons gratuits, ça plaisait à tout le monde en théorie. Vous venez mettre vos vieux vêtements dans mon magasin et puis ceux à qui s'appelaient, vous en prenez, il n'y a pas de problème. Résultat des courses, eh ben, ceux qui n'ont pas de sous pour s'acheter des vêtements, ils ne rentrent pas dans un magasin de vêtements, donc ils ne viennent pas. Et ceux qui ont des sous, qui voient un rayon gratuit, ils disent mais merde, ça peut servir à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc non, je vais le laisser, c'est pas pour moi. Donc ça sert à rien en fait. Et donc tout ça, cette co-construction, elle est devenue notre culture. Et donc quand on s'est lancé en 2013, on s'est lancé en financement participatif sur Ulule. Là, on espérait vendre 100 jeans, on en a vendu 1000. Et puis, depuis, on a vu à quel point c'était engageant pour les clients, mais aussi pour l'expert comptable, pour le banquier, pour les fournisseurs. Et donc, on dit, mais en fait, voilà, on va se mettre tout nu. Il n'y a rien à cacher. Et finalement, plus on exprime ce que l'on fait, plus on permet à nos clients de voir finalement ce que l'on est vraiment. Et en fait, plus ils se disent, ah ben oui, plus ils comprennent ce à quoi ils participent. Et grâce à ça, plus ils sont engagés et plus on se développe. Et notre communauté, et ben en fait, elle nous a permis de grandir. Les 40 000 jeans qu'on a vendus et les 150 emplois qu'on a créés, c'est grâce aux 40 000 jeans qu'on a vendus. Et donc, le web, les visites d'ateliers, les machines à coudre rouges, tout ça, c'est fait pour partager un maximum de ce que l'on fait. Le bouquin aussi dont tu as parlé, tout ça, ça sert vraiment à engager un maximum le consommateur. Et finalement, il me semble qu'il n'y a rien de plus engageant que la proximité et la transparence. Et du coup, on s'aperçoit des vertus commerciales de ces deux outils-là, parce qu'en fait, c'est plus fort que n'importe quelle carte de fidélité. Alors, du coup, je crois qu'il y a pas mal de questions autour de justement cette notion de client. Sonia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, absolument. Alors, j'ai plusieurs questions sur les différents sujets qu'on a déjà évoqués. Par rapport aux consommateurs et à la transparence, il y a Audrey qui dit qu'elle a cru comprendre que le Made in France coûtait 4 à 8 fois plus cher à produire, alors que les consommateurs sont prêts seulement à payer 15 à 30% plus cher pour du Made in France. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, le sujet du prix,
je pense que c'est un faux sujet pour deux raisons. Je vais essayer de ne pas les oublier, ce que je veux dire. La première raison, c'est que dans la mode, il n'y a pas de rapport entre le pouvoir d'achat des gens et le prix qu'ils mettent dans leurs fringues. Puisque ce n'est pas un enjeu rationnel de s'habiller pour ne pas être tout nu, mais que c'est un enjeu irrationnel de s'exprimer. Et donc, il y a des gens qui s'en foutent de la mode, qui sont pétés de thunes et qui vont faire leurs courses chez H&M. Et il y a des gens qui vont se saigner, qui vont gagner le SMIC, mais qui vont s'acheter des pompes à 500 € ou des sacs super chers. Et donc, il n'y a pas de corrélation entre le pouvoir d'achat et l'argent qu'on met dans la mode. Et l'augmentation du nombre de… et là, on se dit, mais, oh là là, mais 100 €, c'est cher un jean. Mais en fait, donc on voit les prix des vêtements diminuer. Donc, on se dit que le prix normal d'un jean, maintenant, c'est 40 € ou 30 €. Mais en réalité, quand on regarde le budget moyen que consacrent les Français à la mode, il n'a pas diminué, il a augmenté. Et donc, on ne dépense pas moins dans la mode. C'est juste qu'on achète plus de la merde. Donc, en fait, le prix du produit, c'est presque le sujet le moins intéressant dans l'approche qu'on doit avoir de son offre. Parce que, d'une part, c'est pas vraiment ce qui fait, c'est pas forcément ce qui fait le choix du client. Et en plus, si on apporte quelque chose d'autre au consommateur, c'est-à-dire une coupe, une histoire, une expérience, et qui comprend à quoi ça sert tout ça, et ben en fait, du coup, ça va donner du crédit à ce prix, il va le comprendre et donc il va être capable de payer. Alors, tu avais un deuxième point. Et le deuxième point par rapport au prix, c'est qu'en fait, le Made in France, c'est pas plus cher. On se fouette avec ça, là, on se flagelle là, pour se faire croire que le Made in France, c'est plus cher que le reste. Une voiture Made in France, c'est moins cher qu'une voiture fabriquée en Allemagne. Celle qui est fabriquée en France, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est chère. Et celle qui est en Allemagne, elle va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est de bonne qualité. Alors que la française est moins chère que l'allemande. Donc en fait, pour moi, il faut arrêter de faire une fixette sur le prix parce que on se fait du mal. Bien sûr qu'il faut essayer d'être abordable, etc. Mais si notre but, c'est d'être au même prix qu'H&M, en fait, on n'y arrivera jamais. Ce n'est pas le bon sujet. Quand on va dans un supermarché, 90% de ce que l'on peut acheter est fabriqué en France. Et le supermarché, ce n'est pas le temple du luxe, quoi. Donc voilà. Et donc, effectivement, fabriqué en France, ça coûte 3, 4, 5 fois plus cher. Et quand on s'intéresse au modèle économique des marques de mode, alors on a des surprises. Par exemple, si vous prenez deux jeans, un jean de fast fashion, H&M, Zara et compagnie, ou un jean de marque, Levi's, Diesel et compagnie. Vous regardez l'étiquette de composition de ce jean. Vous allez voir que ces différents jeans sont tous confectionnés avec les mêmes matières premières à peu près et dans les mêmes pays à peu près. Par contre, quand vous allez regarder l'étiquette du prix, ça ne va plus trop être la même chose. Il y en a qui vont être entre 30 et 40 € et d'autres qui vont être à 100, 150 €. Ça veut dire qu'à matériaux et coût du travail égal, il y en a un qui est 3 fois le prix de l'autre. C'est bizarre quand même. Et donc, moi, c'est en découvrant ça que je me suis dit, en fait, le sujet en France, ce n'est pas le coût du travail, c'est les marges de distribution. Et ce qui se passe, c'est qu'en gros, H&M et Zara, il faut un coef de x2, x3, x4, et que Levi's et Diesel, il faut un coef de x8, x10, x12. Voilà la différence, c'est tout. Et est-ce que du coup, dans cette logique de transparence, tu peux nous dire, toi, quelle est ta décomposition des coûts sur un produit et éventuellement ton coef à toi? Oui, bien sûr. Nous, nos jeans, ils coûtent entre 35 et 45 € à fabriquer. Okay. Et on les vend entre 90 et 120, 130 €. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a le même modèle économique que H&M et Zara. Oui, en termes de coef. Voilà. Et donc, pour moi, je trouve presque plus honnête H&M et Zara. On sait ce qu'on achète, alors que pour les grandes marques, on achète un peu du vent, quoi. On achète leur marketing. On achète la pub qui se démerde pour qu'on la regarde. Voilà. Et toi, justement, en termes de… On parlait justement de décomposition des coûts. Est-ce que tu as des pourcentages entre le coût de fabrication, le coût de matière, le coût de marketing? Est-ce que tu as des ratios? Alors, oui, on pourrait, mais je ne sais pas trop l'identifier. Il faudrait qu'on épluche pour ça notre bilan. Mais le marketing, c'est très faible. On a peut-être 3% de notre chiffre d'affaires qu'on consacre au marketing et à la pub. Il faut savoir, dans l'e-commerce, c'est entre 15 et 20% la norme. Donc, nous, on dépense très peu d'argent. Pour autant, on grandit beaucoup. Et si on dépense très peu d'argent, c'est parce qu'en fait, on a des clients extrêmement engagés. Et grâce à nos clients,
qu'on peut se permettre de ne pas dépenser d'argent, c'est parce qu'ils parlent de nous, qu'ils partagent nos news Facebook, qu'ils nous posent des questions, qu'ils en parlent autour d'eux. Grâce à ça, eh ben, on économise de l'argent et cet argent, il nous sert à investir dans nos filières, à recréer des ateliers, à développer des emplois, à faire des formations, etc. Alors justement, vas-y Sonia. Oui, j'en profite. J'ai des questions aussi sur l'aspect fournisseur de Audrey et Isabelle qui demandent que effectivement le minimum des commandes en France est très élevé avec les fabricants français et que les capacités de production sont apparemment assez limitées. Et Isabelle qui voudrait savoir comment tu as identifié tes différents fournisseurs en France. Ça revient à la notion de la filière. Là. Ouais, Ouais. Alors nous, notre filière, on a une stratégie qui est basée sur l'intégration et la diversification. En gros, la plupart des marques, soit elles se disent, soit c'est des ateliers et donc ils font fabriquer eux, soit ce sont des marques qui ne les fabriquent pas, c'est des sous-traitants. Dans les deux cas, ça nous paraît fragile. Pourquoi? Parce que si on fait tout faire par des sous-traitants, ben en fait, on est un peu bête de la production, donc on n'est pas vraiment souverain. On parle beaucoup de souveraineté en ce moment. La souveraineté, c'est juste la maîtrise de ces enjeux fondamentaux. Et à notre sens, chez 1083, être fragile de ces savoir-faire prioritaires, ça ne nous paraît pas raisonnable. Et à l'inverse, tout intégrer, c'est tellement pharaonique en termes d'investissement, de formation, de recrutement, etc. Et du coup, c'est tellement figé par la suite que ça ne nous paraît pas raisonnable. Si demain on embauchait 100 personnes et qu'on avait une difficulté, on perdait du chiffre d'affaires, sans couturière, eh ben, on n'aurait aucune agilité. Par contre, si c'est 100 couturières, elles sont dans 10 ateliers différents qui travaillent eux-mêmes pour 10 clients différents, et ben là, l'aléa que connaît une de ces marques n'a pas du tout le même impact puisqu'il fait baisser juste tout le monde de 10%, mais il ne tue personne. Et donc, si on dit qu'on veut créer une filière robuste et pérenne, alors il faut choisir le deuxième modèle, c'est-à-dire une filière en étoile ou décentralisée, où on sait tout faire. Donc, voilà, on est filateur, on est tisseur, on est confectionneur, on est coupeur, on est délaveur. 1083 maîtrise tous ces métiers-là, mais tout ce travail-là, on le partage. Et vous ne le faites pas que pour les jeans. Quand j'ai compris votre modèle, c'est que vous avez vos propres autres clients sur certains métiers. Oui, voilà. En fait, sur nos savoir-faire stratégiques, on veut être en maîtrise. Donc, on a intégré la confection en créant notre atelier. On a intégré la filature et le tissage dans les Vosges parce que notre fournisseur il se retrouve en redressement judiciaire. Et donc, là, on essaie de le remonter. On a intégré la fabrication de sandales. On a investi dans notre petit artisan qui le fabrique localement parce qu'il est tout seul et qu'il veut se développer et que du coup, c'est un moyen de le faire ensemble. Voilà. Donc, dès qu'il y a besoin, on essaye de trouver des solutions et ça passe par la coopération généralement. Et alors justement, il y a Olivier qui demande si entre concurrents, vous développez ensemble la filière locale, si vous agissez ensemble. Les concurrents, alors nous, on n'a pas de concurrents locaux. En fait, la marque de jeans Made in France qui se crée et qui ne grandit pas, ce n'est pas possible en fait. Encore une fois, on a vendu 40 000 sur 88 millions de jeans. Donc, aucune des marques de jeans françaises ne fait de l'ombre aux autres marques françaises, tellement le marché est vaste. Donc, ce sont plus nos confrères que nos concurrents. Nos concurrents, c'est ceux contre qui on est, et ce sont les grandes marques ou la fast fashion. Donc, avec les marques françaises, les autres marques, après, chacun développe selon ses sensibilités en termes de style, en termes de transparence, etc. Nous, on est les leaders des marques de jeans Made in France. Je pense qu'on doit représenter un peu plus que la totalité des volumes des autres marques. Et nous, on a un enjeu fondamental, c'est la notion de transparence. C'est-à-dire qu'on essaye de mettre la barre très haut sur la transparence pour que la culture du jean Made in France en France soit vraiment celle de la transparence. Pas contre les autres marques, parce qu'on a tous un niveau de transparence différent, mais pour se protéger d'une éventuelle grande marque qui dirait « Ouh là là, mais le jean Made in France, en France, ça marche bien, alors on va venir en faire. » Mais on va venir en faire avec nos gros sabots et notre vision minimaliste du Made in France. C'est-à-dire, on va faire le minimum. Or, si on veut rebâtir une filière, ce n'est pas du Made in France au minimum, dont on a besoin, c'est du Made in France au maximum. Et donc, c'est pour ça qu'il est si important pour nous de forcer notre marché à la transparence en indiquant sur l'étiquette toutes les étapes de fabrication. C'est une manière pour nous d'imposer à tous que l'on soit tous transparents sur le Made in France.
si on se dit tous qu'on fait des jeans made in France, il ne s'agit pas juste de les coudre en France. Il s'agit aussi d'essayer d'être ambitieux pour notre filière, pour réellement faire ce qu'on dit, c'est-à-dire créer un maximum d'emplois, tel qu'on le dit en termes de marketing. Mais il faut le faire. Et pour le faire, il faut être vraiment dans une logique du maximum. Et ça, il faut l'imposer aux marques externes. Et alors Thomas, du coup, dans cette logique de filière, est-ce que cette filière, elle se développe aujourd'hui? Parce qu'il y a toute cette notion de, on se dit avec la mondialisation, les emplois qui sont partis, on a perdu des savoir-faire, on a perdu des compétences. Est-ce que toi, tu as pu t'appuyer sur un socle quand même existant et est-ce qu'aujourd'hui, ça se développe? Parce que je me dis, ça peut permettre de faire des parallèles avec d'autres personnes qui nous écouteraient, qui voudraient aller vers ces sujets-là dans des secteurs d'activité différents. Alors, oui, la filière se développe. Je crois que ça faisait 30 ans que la filière textile n'avait pas créé d'emploi jusqu'à l'an dernier. Et pour la première fois, en 2019, le textile français a créé des emplois. Donc, oui, grâce aux consommateurs, ça se développe. Après, c'est vraiment laborieux au beau sens de labeur. C'est-à-dire que voilà, là, on est dans un atelier qu'on a créé de toutes pièces il y a 5 ans. On est encore, je dirais, 30 ou 40% moins productif que nos sous-traitants. Parce qu'en fait, on part d'une feuille blanche, on part de zéro. Eux nous aident à relocaliser, à maîtriser ces savoir-faire-là, mais on n'a pas encore leur culture industrielle, on n'a pas encore leur automatisme, on n'a pas encore leur savoir-faire, leur dextérité. Donc, il faut vivre les difficultés qu'on a à relocaliser ces métiers-là pour mesurer la valeur de ces métiers, et notamment tous ces métiers ouvriers. Ce mot ouvrier, j'en parle dans le livre, c'est un mot hyper important pour moi parce que on le dévalorise trop. Les filières professionnelles, on sait qu'elles sont dévalorisées. Embaucher dans les filières textiles, pour une marque de mode, c'est facile. Nous, on a plein de candidatures spontanées. Mais redonner de la valeur à ce métier de couture, c'est fondamental. Quand on fait visiter l'usine, on voit à quel point c'est un métier qui plaît, parce que c'est là où les gens sont le plus émerveillés dans l'atelier, de voir comment ça se passe. Par contre, les parents qui viennent visiter l'atelier n'en sont pas encore à encourager leurs enfants à faire ce métier-là. Pour autant, c'est un enjeu essentiel. Moi, quand j'étais ado, que je cherchais à m'orienter, le souvenir le métier qui se rapprocherait de l'image que j'ai l'impression que la couture a aujourd'hui, c'est le métier de cuisinier. Cuisinier, il y a 20 ans, c'était mes potes qui n'étaient pas bons à l'école qui allaient en cuisine. Hein. Maintenant, c'est trop la classe d'être cuisinier parce qu'ils ont réussi à valoriser leur métier. Les cuisiniers sont sortis des cuisines, passent à la télé, etc. Et là, ils ont enfin partagé la valeur de ce que c'est que faire des bons plats. Et nous, il faut qu'on fasse la même chose sur la couture. Il faut faire un top chef de la couture. Ouais, peut-être. En tout cas, il faut faire des beaux ateliers, les faire visiter, montrer que c'est moderne, que c'est cool, que c'est gratifiant. Et ça, c'est ce qu'on a vécu nous plein fouet avec notre atelier qui est parti de zéro. Et vu qu'on a vécu ça, quand on a eu notre sous-traitant qui s'est retrouvé en redressement judiciaire il y a 2 ans, on n'a pas réfléchi. Hein. On ne s'est presque pas donné le choix. On a tout fait pour qu'il ne ferme pas et pour le sauver alors qu'il est 2 fois plus gros que nous. Et donc, c'est un gros risque pour 1083 de reprendre le tissage de France. Mais c'est indispensable. Repartir de zéro sur ces métiers très industriels et qui deviennent très rares en France, notamment la filature, c'est presque impossible. Donc, voilà, dès qu'il y a des bribes de savoir-faire, c'est très précieux. Il faut les privilégier. Et je parlais de gratification et de savoir-faire. Rien que dans la sémantique de ces métiers-là, on voit à quel point on tape sur ces métiers-là à tort. Le mot ouvrier, il est remplacé par le mot opérateur. C'est soi-disant plus valorisant. Alors que ouvrier, ça fait référence à l'ouvrage, à l'œuvre, et donc c'est très qualitatif. On voit toute la notion de savoir-faire, alors que opérateur, ça fait référence à l'opération. C'est binaire, c'est 0-1, c'est le robot. Et donc, on voit que même dans les mots qu'on utilise pour nos équipes, on dévalorise le mot juste et on valorise ce mot qui fait des gens des robots. Donc, ça ne nous paraît pas raisonnable et nous, du coup, on se bat pour mettre en avant ces métiers-là, faciliter le recrutement et du coup, redévelopper ces filières. Et alors justement, tu as parlé tout à l'heure et tu reviens là-dessus maintenant, le fait que vous n'avez pas de mal à recruter, ce qui peut paraître, ce qui peut faire rêver quelques personnes. Alors là, on est dans un contexte de crise, on reviendra tout à l'heure sur le contexte très particulier du moment qu'on vit, mais est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas, peut-être votre taux de turnover, de rotation des équipes et comment vous faites pour attirer, quand on est une marque, comme tu dis, industrielle, avec des métiers pas forcément faciles spontanément? Alors, ça dépend des métiers. Recruter des vendeurs,
des gens du marketing, de l'administratif, du commerce. Enfin, voilà, ça, c'est des métiers qu'on trouve facilement. Recruter des couturières, à Romans, c'est plus difficile. Recruter des gareurs, c'est-à-dire les gens qui règlent les métiers à tisser dans les Vosges, c'est beaucoup plus facile qu'à Romans. Donc en fait, tout est très dynamique et il n'y a pas vraiment de règles. La seule règle que je pourrais trouver, c'est que si vous essayez d'être le plus transparent possible, eh ben, vous êtes le plus engageant avec toutes les parties prenantes, dont les salariés, autant que possible. Et du coup, ben, ça génère une attractivité qui engage tout le monde. Et ça génère des candidatures spontanées. Donc en fait, cette transparence et cette proximité dont je parlais tout à l'heure, elle est hyper engageante aussi pour la vitalité de l'entreprise. Parce qu'en fait, pour moi, la clé du développement, c'est pas d'être bon, c'est de réunir les conditions d'être attractif. Parce que quand on est attractif, tout est plus simple. C'est les choses qui viennent à vous. Les salariés, les clients, les bons contacts, les partenaires. Voilà, tous. En fait, si on est attractif, et ben en fait, tout est plus simple. Donc, je pense que c'est ça la clé. Ah, il y a une question d'Éric sur le tissage de France qui demande si vous avez pu garder tous les emplois lors de la reprise. Non, sur donc le tissage de France, c'était une usine donc, qui s'appelait Valrue Industrie à l'époque, qui avait une centaine d'employés. Sur ces 100 employés, alors à l'époque, il y en avait 300-400, il y a 10 ans, 15 ans. Là, maintenant, il y en avait un peu plus d'une centaine. Trois quarts ou 2 tiers sur la partie confection de linge de maison. Donc ça, c'est la partie qui a été reprise par un autre preneur. Et nous, on a repris la partie filature tissage. Il y avait un peu moins d'une cinquantaine de personnes. On a repris à 28. Et là, 1 an et demi après, on a remonté à 40. Ok, Donc c'est super. Et ce qui est intéressant à découvrir aussi dans une reprise, c'est qu'en fait, de l'extérieur, on se dit mince, on a perdu, donc de 50 à 28, on a perdu 22 emplois. Mais il y a eu beaucoup de départs à la retraite. Et donc, les gens étaient ravis de chez ravis de partir plutôt à la retraite. Et il y en a même qui sont restés chez nous, qui étaient un peu dégoûtés, qui seraient bien partis à la retraite si ça avait été possible en termes d'âge ou de… Voilà. Donc, en fait, ça permet de… Enfin, cette expérience, elle m'a permis de comprendre qu'en fait, sur ces pertes d'emploi, encore une fois, c'est lesquelles. Et donc, il y en a qui sont vraiment malheureux, ceux où il y a un savoir-faire important, ou ceux où il faut former sur le long terme. Et puis, il y en a que ça a permis de faire une pré-retraite plus tôt. Donc, voilà, c'est le jeu. Ça marche. Alors, on a pas mal abordé toute cette notion de Made in France avec la reconstitution de filières. On a commencé à aborder un peu le focus économique aussi. Est-ce qu'il resterait d'autres questions avant qu'on passe plutôt sur le côté un peu éco-responsabilité, Sonia? Oui, alors j'ai encore des questions sur le Made in France. Avant de passer à l'éco-responsabilité, j'ai Thomas qui nous dit que hier, le fondateur de Snow Leader indiquait que la question du Made in France ne pouvait pas être une alternative en l'état et sur le long terme. Pour lui, il vaudrait mieux avoir un intérêt de fabrication Made in Europe. Qu'en penses-tu? Je ne suis pas trop d'accord parce qu'en fait, je trouve que la notion de frontière n'est pas la bonne. J'ai comparé, je ne sais pas si vous l'avez vu sur LinkedIn ou sur Facebook, pour moi, la bonne image, c'est celle de l'élastique. Parce qu'en fait, l'élastique, ça nous ramène toujours au plus proche. Et la juste distance, en fait, elle dépend du produit. L'idée de la mondialisation, elle est aussi utopiste que l'idée de l'autarcie. Et donc, peut-être que pour les vêtements, la bonne frontière, c'est l'Europe. J'en sais rien. Mais pour les carottes et les tomates, ça serait quand même couillon qu'on fasse tout venir de Roumanie, quoi. Donc en fait, je pense que le sujet, c'est d'acheter toujours au plus proche. Il n'y a pas une frontière mieux qu'une autre. Il faut juste savoir laquelle est la plus adaptée. Et cette adaptation, elle est liée au climat, aux contraintes de filière, etc. À la puissance dont on a besoin, parce que peut-être que l'Europe gagnerait à développer notre autonomie, notre souveraineté sur les médicaments. Mais peut-être que les masques, on peut les fabriquer au niveau du département. Je ne sais pas. Donc pour moi, il n'y a pas une bonne frontière. Il y a juste à se dire quels sont nos enjeux fondamentaux, faire l'inventaire de ce qu'on veut, nous, dans nos villes, dans nos départements, dans nos régions, dans notre pays. Quels sont les besoins primaires qu'on identifie. Donc manger, certainement, se nourrir, se protéger, se soigner, se déplacer, communiquer, se vêtir,
peut-être c'est ça, je ne sais pas, hein, c'est spontané. Et sur cela, trouver des réponses les plus autonomes possibles dans l'ordre des urgences. Donc, peut-être la priorité, c'est de se nourrir. Et donc, si la priorité, c'est de se nourrir, on a peut-être intérêt à ne pas faire venir toute notre bouffe de Roumanie. Et peut-être que s'il y a un problème de transport, on sera bien content que partout en France, très localement, il y ait des capacités agricoles qui permettent de nourrir la population locale. Et voilà, donc moi je pense que c'est vraiment l'élastique, trouver la juste distance et surtout sortir du… on est trop en France, je trouve, sur soit l'homme providentiel, soit la solution providentielle. Alors là, l'Europe, ça serait une solution. Oui, pourquoi pas, mais ça dépend des sujets. Et donc, soyons flexibles. Ça marche. Est-ce Il y a qu'il y a encore des deux questions? questions sur le Made in France, oui. Julien qui nous dit quels sont les atouts pour convaincre que le Made in France est une force pour relancer l'économie de notre pays sur un modèle sûrement plus durable. Et il y a aussi Agathe qui trouve qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent sur le marché Made in France et ou recyclé. Et elle se demande si le marché est saturé et comment il faut se différencier des autres. Alors, la question de Julien, pardon. La question de Julien, c'est quels sont les atouts pour convaincre que le Made in France est une force pour relancer l'économie? La qualité, la proximité, principalement. Transparence, on l'a dit aussi. La transparence, oui. Parce qu'en fait, comme je le disais, notre site 1083, il ressemble à celui d'H&M aujourd'hui. Donc c'est cool, ça veut dire que le marché les tire vers ces sujets-là. Après, qu'est-ce qui va faire la différence entre H&M et nous pour Madame Michu? C'est qu'elle peut nous voir, c'est qu'elle peut visiter nos ateliers, c'est qu'on peut échanger, c'est que dans nos magasins, c'est nos vraies équipes, c'est la proximité. Donc je pense qu'il n'y a rien de plus engageant que ça. Quand on vit les conséquences des choix qu'on fait, quand on connaît les gens qu'on fait travailler, ça nous engage. Et pour moi, la proximité, c'est la conclusion du bouquin. C'est le meilleur moyen de changer le monde avec tout le monde, parce que c'est engageant. Le Rana Plaza, il s'est fondé en 2013 pendant notre campagne de financement participatif. Bon, 15 jours après, on avait un peu oublié ce truc-là. Ça aurait été l'immeuble en face de chez vous. Bon, déjà, les fissures, ça aurait choqué tout le monde. Tout le monde aurait été… Juste, le Rana Plaza, c'est une usine au Bangladesh qui s'est effondrée et qui a fait des milliers de morts en 2013. C'est ça. De l'industrie du textile. Voilà. Et du coup, on a retrouvé dans cet immeuble plein d'étiquettes des vêtements de marque qu'on achète là. Et du coup, mais c'était loin, donc en fait, c'était pas grave. Ça aurait été en France, on s'en souviendrait de tous. Ça aurait été dans votre ville. Alors là, il y aurait un monument là. Et puis, dans ce malheur-là, quelqu'un de votre famille aurait été tué. Là, vous seriez encore meurtri. Donc en fait, cette notion de proximité, elle est vraiment universelle et elle touche tout le monde. Et je trouve que c'est pour ça que c'est le meilleur atout du Made in France. Mais le Made in France, quand je parle du Made in France, c'est pour une consommation locale. C'est-à-dire que si c'est pour faire du Made in France pour le vendre en Chine, c'est aussi con que d'acheter en France des jeans chinois, quoi. Donc, c'est vraiment dans la logique de développer une économie de proximité partout dans le monde. Et alors, la question d'Agathe, Sonia, tu peux nous la rappeler? Est-ce que le marché est saturé sur le Made in France et comment se différencier? Alors, le marché de la mode est saturé. Une des ambitions de 1083, c'est de faire diminuer le nombre de jeans vendus en France. Nous, on n'a pas une ambition de quantité de jeans vendus. On a une ambition de diminuer la quantité de jeans achetés. Et donc, pour ça, il faut expliquer au consommateur ce qui se passe derrière un jean et lui proposer des jeans de meilleure qualité pour que, du coup, il soit l'artisan, il vive le moins mais mieux. Nous, on veut être le mieux. Et si on est le mieux, il y aura moins. Et du coup, le marché de la mode est très saturé. Pour autant, des artisans du mieux, il n'y en a pas tant que ça. Et dans la mode, quand bien même il y en a beaucoup, si j'ai oublié le prénom de… Agathe. Si tu trouves qu'il y a trop de marques, en fait, la mode, ce n'est pas l'uniforme, c'est la diversité. Donc, il faut essayer, il faut oser, il faut trouver son angle. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de la place pour tout le monde, notamment maintenant. On se dit que Internet, c'est génial, ça permet de vendre plein de trucs, c'est vrai. Mais il n'y a qu'une seule rue marchande pour tout le monde. Avant, tu avais une ou deux rues marchandes, même aujourd'hui encore, dans chaque ville. Et bien là, avec Internet, tu n'as qu'une seule rue marchande, c'est la première page de Google pour tout le monde. Donc, du coup, il y a très peu de place. Des jeans made in France,
il ne va pas y en avoir 50 marques, malheureusement. Donc, du coup, il faut trouver un angle, un créneau qui fait qu'on sort du lot. Alors peut-être pour rebondir là-dessus et pour ouvrir sur le côté éco-responsabilité, on a déjà commencé à parler de la transparence évidemment et du nombre d'emplois créés grâce à ça. Il y a aussi l'aspect environnemental et c'est aussi de comprendre, peut-être tu parlais de qualité, mais c'est aussi de comprendre que ces jeans qui sont faits ici, ils ont un impact environnemental moindre. Est-ce que ça, vous avez des outils pour les mesurer? Et deuxième point, alors là, je fais ma petite journaliste qui reprend une phrase de ton livre qui dit l'économie circulaire constitue le terreau sur lequel les usines pousseront de nouveau. Donc l'économie circulaire, c'est cette fameuse économie qui utilise les ressources de manière beaucoup plus efficace, efficiente que simplement dans une économie linéaire où on extrait, on produit, on jette. Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu ta vision par rapport à ça? Alors, l'économie circulaire, c'est la mission de notre entreprise. Dans nos statuts, on a une mission, c'est amener chacun à produire et consommer dans l'économie circulaire. C'est marqué dans toutes nos salles de réunion. C'est vraiment ce pour quoi on a construit la marque. Et du coup, tout l'argent qu'on gagne, il n'y a jamais eu un dividende qui est sorti de l'entreprise depuis qu'elle existe, depuis 13 ans. Tout l'argent qu'on gagne, il sert à ça. Cette économie circulaire, elle vise à créer effectivement un monde plus vertueux. Et le but du jeu d'économie circulaire, c'est pas vraiment juste de recycler. Parce que si on fait un cycle avec un produit, ben voilà, on va transformer un vieux jean en isolant, et un isolant quelque chose, c'est très bien, c'est un énorme progrès, mais on n'a pas encore éliminé la poubelle sur ce sujet-là. Donc nous, notre rêve, c'est de fabriquer un jean neuf à partir d'un jean vieux. Ça veut dire concevoir notre jean dès aujourd'hui pour qu'il soit facile à recycler. Et ça veut dire être capable de faire de tous les vieux jeans qui sont consommés en France une ressource potentielle. Puisque là, en 7 ans, oui, on a relocalisé 7 des 8 étapes du jean. Il nous manque que la culture du coton. Cette culture du coton, en fait, sauf réchauffement climatique, on ne va pas produire du coton en France. Et quand bien même notre climat serait enfin adapté à la culture du coton en France, ça serait un peu couillon de consacrer nos terres agricoles à se vêtir, alors que peut-être l'enjeu primaire, c'est de se nourrir. Donc, puisqu'on se dit que l'agriculture, c'est une des solutions de la mode, mais pas forcément la solution, et qui est à côté des poubelles remplies de vêtements, consacrons notre énergie à chercher à défaire mécaniquement ce processus qui a transformé du coton en vêtements. Si on fait le processus mécanique inverse, eh ben, on retrouve le coton qui compose ces vêtements-là. Et du coup, alors, on peut reproduire peut-être des vêtements neufs. Donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est notre R&D qu'on a engagé depuis 4 ans. On arrive en labo à refaire un fil à 100% issu du vieux jean. Là, on est en train de l'industrialiser. De votre jean, du coup? Pas n'importe quel jean, c'est ça? Tous les De jeans. oui, oui, Okay. oui. L'idée, c'est de prendre… En fait, ce qui est génial, en fait, ce qui est compliqué dans le recyclage textile, c'est que c'est un gisement hétérogène. Hétérogène en fibres, parce que vous regardez sur vos étiquettes, vous avez du polyamide, du polyester, du coton, du lin, etc. Hétérogène en couleur et hétérogène en forme aussi, parce que industrialiser de la même manière le recyclage d'une chaussette et d'un anorak, en fait, ça ne va pas produire un bon résultat. Quand on recycle, quand on trie nos déchets à la maison, ça permet de spécialiser le recyclage de ces déchets par famille de produits. Et ben nous, c'est pas ce qui est fait dans la mode aujourd'hui, à tort selon nous. Et donc nous, on s'est spécialisé dans le recyclage des jeans pour homogénéiser notre gisement et donc spécialiser notre stratégie de recyclage. Et ce qui est cool avec les jeans, c'est que c'est beaucoup du coton, c'est beaucoup bleu. Et je vais me lever. Si vous enlevez le short, et ben en fait tout le reste, c'est du coton. Parce qu'en fait, il n'y a qu'au niveau du short que vous avez les boutons, les rivets, les étiquettes. Tout le reste, c'est du coton. Donc, en fait, en prenant que des jeans, vous avez quasiment un gisement de coton complet. Et donc, on s'est structuré là-dessus. On a fait notre R&D, on a produit un fil. Et maintenant, le but, c'est de l'industrialiser dans notre usine des Vosges. Voilà. Alors, j'ai justement Chris qui demande quelles sont les difficultés que tu rencontres sur ce sujet du recyclage. La principale, c'est dans le textile, la majorité des usines qui restent sont des survivants. Et ils ont tellement souffert de ces 20-30 dernières années qu'ils ont une forme parfois ils sont sceptiques quoi, de ce que l'on fait.
Alors, ils reprennent confiance là, depuis 3-4 ans, mais ils ne croient pas forcément en leur avenir, ils ne voient pas la valeur de leur savoir-faire. Et du coup, on est en train de le réapprendre ensemble pour qu'ils reprennent confiance en quelque sorte et qu'ils aient de nouveau envie d'aller de l'avant. Et donc, je dirais que la difficulté, elle est principalement à ce niveau-là. Croire en nous et croire en ce levier-là. Et si on réussit le pari de l'économie circulaire, qu'on a les consommateurs localement, et pour l'instant, on n'a que ça, et qu'on a la matière première en plus, et ben en fait, automatiquement, si la matière première est locale et le consommateur est local, et ben en fait, tout risque d'être local, puisque du coup, ça aurait encore moins de sens d'amener des vêtements à fabriquer en Chine si la fibre est locale. Donc, moi, je crois que c'est très engageant, cette économie circulaire, parce qu'au-delà du tri des déchets, au-delà de l'économie des transports, ça peut vraiment créer massivement des emplois, puisque du coup, ça fixera tout le monde sur un territoire donné. Est-ce que vous n'aviez pas développé un système de consigne sur le jean? Si on a fait un jean, alors pour le coton, donc c'est ce détissage et c'est cette filature. Dans le textile, il y a une fibre qui est très intéressante, c'est le polyester. Parce que le polyester, c'est une fibre synthétique, mais qui a la particularité d'être réversible. C'est-à-dire que quand vous faites un gâteau, vous le cuisez, mais vous ne pouvez pas le décuire. À l'inverse de l'eau et de la glace, qui sont dans un cycle. Et bien, le polyester, c'est comme l'eau et la glace. Ça se recycle quasiment à l'infini, sans se dégrader, sans s'épuiser. Le coton, plus vous le recyclez, moins il est de bonne qualité. Le polyester, ce n'est pas le cas. Donc, on a fait un jean monomatière 100% polyester, recyclé. Donc, bien sûr, le fil à coudre, le denim, les boutons. On a enlevé la fermeture éclair. Par exemple, il n'y a plus de fermeture éclair, donc c'est qu'une fermeture à bouton. Et grâce à ça, ce jean qui est monomatière, il est donc 100% recyclé. Il est 100% recyclable parce qu'on l'a rendu monomatière. Et une fois qu'on a dit ça, il faut aller au bout du chemin, c'est-à-dire être en mesure vraiment de le recycler pour de vrai. Et donc, du coup, c'est des jeans qu'on vend avec une consigne de 20 euros. Et cette consigne, on espère, grâce à ça, parce que c'est cher quand même, 20 euros sur 100 balles, ça fait un gros ticket. Mais grâce à ça, avec une grosse étiquette à l'intérieur du jean qu'on ne peut pas découdre, qui dit rendez-nous le jean à cette adresse, les frais de port sont à nos frais, et du coup, on vous rend vos 20 euros. Et dans 3, 4, 5 ans, on espère recevoir ces jeans qu'on vend depuis l'été dernier. Et c'est un jean qu'on appelle le jean infini, qui va se décliner avec différentes familles de produits chez d'autres marques de mode. Donc, on va faire la veste infinie avec Opal. On va faire le short de bain infini avec le slip français. Voilà, c'est vraiment l'idée ensemble, de développer ces filières d'économie circulaire-là. Alors, Chris demande comment vous voulez organiser la collecte justement de ces jeans. Alors, on va le faire dans nos magasins. On va le faire chez nos revendeurs. On a aussi toute une filière du recyclage avec le Relais, avec Emmaüs, qui collecte déjà plein de vêtements. Et puis, on va le faire aussi notamment sur le jean infini avec la Poste, puisque la Poste a un contrat qui s'appelle le libre réponse, qui permet de renvoyer aux frais du destinataire des colis. Et donc, du coup, on a un contrat avec eux qui nous permet, quand c'est un jean, le consommateur a juste à mettre le jean dans une enveloppe avec l'adresse, il ne la franchit pas, et hop, c'est nous qui payons le frais de port. Et donc, ce frais de port est déjà inclus dans le prix d'achat. Alors, du coup, on voit que… Audrey, je crois. Je n'ai pas répondu à la première, j'ai répondu à l'économie circulaire. Oui, alors c'était de voir quel était l'impact environnemental que ça évitait, le fait de produire en France. Mais du coup, avec tout ce que tu as décrit, on voit bien que l'impact, il est énormément réduit. Oui, et on ne consacre pas tellement d'énergie à se comparer aux autres. Ça marche. En fait, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. On va essayer de participer autant que possible au projet d'affichage environnemental qui va permettre de qualifier avec une lettre la qualité d'un produit. Mais c'est un sujet très complexe. Et nous, on préfère faire le maximum de tous nos sujets. Comme on n'est pas nombreux et comme on n'a pas beaucoup d'argent, on ne dépense pas d'argent pour se justifier de ce que l'on fait tant que les critères ne sont pas universels. Et par contre, on participe aux travaux de recherche pour rendre ces critères universels, notamment avec l'affichage environnemental. Ok, très clair, merci. Et Alors, alors, du coup… excuse-moi juste avant, j'ai une question de Laure qui nous demande avec qui vous recyclez le polyester et si c'est en France. Non, il n'y a pas de filature polyester en France. C'est avec une boîte qui s'appelle Antex, A-N-T-E-X, qui est basée à Valence, en Espagne, et qui fait donc le recyclage. Alors, la seule limite du recyclage du polyester, c'est la couleur. Donc, en fait, nous, par exemple, notre fil recyclé, il est issu de bouteilles plastiques et de déchets de mer.
et on teint en bleu. Nos jeans bleus, quand on va les ramener chez Antex, donc c'est par lot de 1 tonne ou 2 tonnes, ce qu'ils vont en faire, c'est du fil bleu. Nous, ça ne nous pose aucun problème parce qu'on fait du jean. Mais du coup, il faut en tenir compte dans cette filière de recyclage-là. Et alors, pour avancer un tout petit peu, donc on a bien compris tout le modèle vertueux de 1083. Et on a compris aussi que économiquement, du coup, vous étiez rentable. Et tu m'avais dit en préparant que tu étais rentable dès la première année, mais on a bien compris que c'était aussi au terme, enfin aussi parce que tu avais mis les moyens, tu t'es donné ces moyens-là. Peut-être c'est comprendre forcément avec cette crise qui arrive, qu'on traverse aujourd'hui, Covid-19. Comment ça va pour vous, pour 1083 et ouvrir aussi sur… alors, il y a une phrase que tu dis aussi dans ton livre que j'aime beaucoup, qui fait référence au fait que dans les années 80, le gouvernement a poussé pour être vers une France sans usine. Et tu dis, un pays sans industrie, c'est un pays qui s'expose à toutes les turbulences. Et ça, c'était du coup en 2019 que tu as écrit ça. Donc, l'histoire t'aura donné raison très rapidement. Donc, c'est comprendre comment économiquement ça va et comment vous vous êtes adapté à cette crise-là, puisqu'aujourd'hui, vous produisez des masques. Alors, économiquement, ça va. En effet, on a quasiment tout le temps, enfin, ça fait 13 ans, et sur 13 ans, on a dû avoir 2 exercices pas rentables pour 11 exercices rentables. Pourquoi? Parce qu'on fait juste au fur et à mesure de nos besoins et de nos moyens. Pendant 2-3 ans, je ne me suis pas payé. J'ai eu cette chance de pouvoir ne pas me payer grâce à ma grand-mère. Après, je me suis payé 800 € par mois, après 1000, etc. Et aujourd'hui, dans nos statuts, donc on a une limite de 1 pour 5 en écart de salaire, mais on n'est même pas à 1 pour 2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écarts de salaire chez 1083, ça va du SMIC à 2000 € par mois. On est 6 ou 7 à gagner autour de ça dans l'entreprise, donc moi inclus. Ce n'est pas satisfaisant, parce qu'en réalité, il y en a qui mériteraient plus que ça, mais on fait au fur et à mesure de nos moyens. Et le but, moi, je ne crois pas du tout aux écarts de salaire énormes. C'est une très mauvaise répartition de la richesse qui fait les désastres qu'on vit partout dans le monde. Je ne crois pas non plus à l'égalitarisme. Parce que dans un cas, on est dans une société trop individuelle qui oublie le collectif. Mais si on fait une structure collectiviste qui oublie l'individu, ben, ce n'est pas plus humain en fait. Et du coup, dans un cas, on pénalise les faibles. Et si on en vient à ne pas gratifier les bons, et ben, en fait, on ne va pas se mettre dans un circuit vertueux. Donc nous, on veut rémunérer bien nos équipes. Tout le monde ne mérite pas le même salaire par rapport au temps qui passe, à ses compétences, à son talent, à son domaine de responsabilité, aux questions qu'il se pose, aux soucis qu'il a. Et du coup, cet écart de salaire, au fur et à mesure qu'on grandit, on veut qu'il permette de donner du confort aux uns et aux autres, en étant donc maximum de 1 à 5. Je ne suis pas sûr qu'on arrive un jour à 1,5, ce n'est pas du tout un but, mais voilà, ça c'est un point important sur la partie des gens. Ensuite, au niveau de l'activité, on a 3 activités. On a une activité industrielle, donc c'est la reprise de l'usine dans les Vosges. Là, on n'a qu'1 an et demi, on a fait une très bonne première année, on était presque à l'équilibre. Et là, le creux de la crise, ça nous rend un peu inquiets, parce que du coup, on ne sait pas du tout comment ça va reprendre. On a peu de trésorerie, parce qu'on a redémarré récemment, et on a beaucoup de charges fixes, tellement c'est un gros bâtiment, hein, c'est 15 000 mètres carrés, c'est des savoir-faire de fou, c'est une équipe super engagée, on fait les 3-8, enfin, c'est vraiment laborieux au beau sens de labeur, j'adore ce mot. Du côté de 1083, donc ça c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires. L'autre moitié, elle est répartie en 2 autres moitiés, donc un quart chacune. Un quart, c'est les magasins, donc nos 100 revendeurs en France, plus nos 5 boutiques à nous. Ça, c'est tout fermé, donc là, en ce moment, c'est 0. Et l'autre quart, c'est le site internet 1083.fr. Et là, la bonne surprise, c'est qu'on est sur notre feuille de route qu'on s'était fixée en début d'année, avec énormément de soutien des consommateurs qui, je pense qu'ils achètent moins mais mieux. On est en train de vivre le moins mais mieux chez 1083. Et donc, c'est plutôt encourageant, gratifiant, satisfaisant. Et du coup, cette crise, pour nous, ce n'est pas une prise de conscience, c'est vraiment une prise de confiance dans ce chemin auquel on croit depuis quelques années. Et du coup, on se dit qu'on ne doit rien lâcher, parce que c'est le moment peut-être où on a le plus de chances de convaincre un maximum de consommateurs des vertus de ce chemin-là. Alors, c'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment.
Et donc, du coup, je pense que vous avez été en contact avec les tissages de Charlieu, c'est ça, pour la partie masque? Tissage de Charlieu, ça fait partie de… Il y a 2 tisseurs qui m'ont fait confiance il y a 7 ans. Parce que tout à l'heure, il y avait c'était Agathe, je crois, qui disait peut-être qu'il y avait des problèmes de volume, qu'en France, on manquait de volume. Ce n'est pas en France, c'est juste que l'industrie textile, c'est une industrie lourde et qu'avec des gros frais fixes, quand on veut tisser un nouveau tissu, on ne peut pas le tisser sur 10 mètres, sinon ça va coûter 100 € le mètre. Il faut amortir la mise en place du fil de chaîne, sa teinture sur le métier à tisser pour qu'on commence à réduire le prix au mètre. Et donc, du coup, c'est très difficile de faire peu de volume. Donc, il n'y a que ceux qui ont un gros volant d'action, donc que les pays où il y a encore beaucoup d'industrie textile, où là, eh ben, en fait, ils arrivent à amalgamer suffisamment de petites choses pour qu'en fait, on ait l'impression qu'ils permettent de faire des petits volumes. Mais ce n'est pas du tout qu'ils font des petits volumes, c'est qu'ils sont organisés pour amalgamer des petits volumes dans des gros volumes. Et nous, quand on n'a plus vraiment de gros volumes, eh ben, on ne sait plus faire ça. Donc, du coup, pour un tisseur, un filateur, c'est compliqué de faire des petits volumes. Et ils le font parce qu'ils savent que les gros de demain font forcément partie des petits d'aujourd'hui. Mais et ils prennent des paris. Et nous, on a la chance que 2 tisseurs aient pris des paris sur nous il y a 7 ans. Les tissages de Charlieu, Éric Boel, et Denis Heinrich, Valeru Industrie. Valeru Industrie s'est retrouvé en redressement judiciaire, donc on l'a repris et c'est devenu une partie de nous. Ils nous ont aidés il y a 7 ans, et ben on les aide depuis 2 ans. Et les tissages de Charlieu, ben, tout le denim original et tous les fonds de poche du jean 1083 sont tissés depuis 7 ans chez les tissages de Charlieu et ça va continuer encore pendant 7 ans. À nouveau, là, on aurait pu reprendre le tissage et tout mettre chez Tissage de France, mais non, on ne serait pas dans cette logique de diversité et de résilience. Et voilà. Donc, du coup, avec les tissages de Charlieu et plein d'autres usines en France, on fait en effet des masques. Il faut savoir que quasiment tous les ateliers français ont été démarchés depuis 1 mois par les médecins, les infirmiers, les ambulanciers locaux lorsqu'ils étaient en rupture de stock de masques pour fabriquer des masques de secours. En plus de ces coopérations locales, l'industrie textile entière s'est mobilisée dans le cadre du CSF, le comité stratégique de la filière mode, pour ensemble fabriquer plus de masques. Et donc, ben, on est tous réunis ensemble, donc avec les tissages de Charlieu, avec Chamatex, avec VTD, avec plein de tissages et plein d'ateliers de confection en France. Et ben, on a tous mis nos ateliers à la disposition de ces métiers qui sont au front. Et alors, qu'est-ce que ça implique en termes d'adaptation? Parce que si on fait un parallèle, là, on parle de déconfinement, je ne sais pas si on parle de reprise de l'économie. En tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui vont devoir vivre des transformations dans leur métier dans les prochaines semaines. Toi, tu as vécu une transformation radicale pour pouvoir répondre à cette demande. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que tu aurais un conseil à ces personnes-là en termes d'adaptation et de s'ajuster à tout ça? Alors, cette adaptation, on pourrait croire qu'elle était industrielle, mais pas vraiment en fait. Nous, c'était le 16 mars que les médecins nous ont appelés, donc c'était juste avant l'intervention du président de la République là, qui a annoncé le confinement et qui nous annonçait que tout allait fermer dès le lendemain. Et nous, donc, quand on a eu cette demande-là, on a dit OK, on a arrêté la fabrication de jeans. Et donc, le mardi matin, on fabriquait des masques et on les donnait donc, aux médecins, etc. Et en fait, ce n'était pas un enjeu technique pour nous parce que fabriquer un masque, c'est infiniment plus simple que de fabriquer un jean. Par contre, c'est un enjeu de filière. Parce que quand on se met à fabriquer des masques, d'un coup, on commence. En 1 heure, on a défini la manière de le faire le mieux possible. Bien sûr, après, on l'améliore. Mais voilà, en grosse maille, c'est plié en 1 heure. Par contre, le problème qui vient après, c'est mince, la matière première. Et tous ces masques qu'on a fabriqués, on les distribue comment? Donc, en fait, tout l'enjeu, ça a été de constituer une filière qui permette de fabriquer des masques aussi rapidement possible et les distribuer le plus rapidement possible aussi pour servir les gens qui étaient en manque. Et donc, pour ça, on s'est beaucoup appuyé sur notre communauté. Donc, on a fait des appels sur Facebook. Grâce à ça, on a eu des dizaines de couturiers, de couturières qui nous ont proposé leur aide, qui ont augmenté nos capacités de production. On a des gens qui nous ont aidés pour la logistique. On a des magasins de tissus, des corps discount à Romans qui nous a donné du tissu parce qu'on était en rupture. Bref, il y a une super chaîne de solidarité qui nous a permis de fabriquer 5000 masques en mars. Et là, on va en fabriquer 30 000 parce qu'on a changé d'échelle. On a plus de 300 couturières du bassin de vie de Romans qui vont nous aider, qui commencent à nous aider à fabriquer 30 000 masques en 15 jours. Donc, c'est vraiment une super chaîne de solidarité. Ça marche. Et alors, pour ouvrir sur le dernier sujet qui est plutôt le post-crise, c'est quoi ta vision, ton espoir sur ce que ça peut générer, le contexte qu'on vit? Alors moi, je suis assez
optimiste parce que sur ces derniers siècles, quand on regarde l'humanité sur le temps long, elle ne fait que progresser. Il y a des guerres, il y a des famines, il y a plein de trucs de merde. Hein. Mais au final, si on regarde tous les 10 ans, ça ne fait que progresser. Le bien finit toujours par l'emporter. Le mal, en fait, il n'est pas pérenne. C'est des catastrophes à chaque fois, mais ce n'est pas pérenne. Du coup, là, c'est difficile, mais on s'en sortira. Alors là, peut-être qu'on a un défi encore plus gros que d'habitude. Et la chance de cette crise, c'est que ça va accélérer les choses. Sans guerre entre nous. Il y a des milliers de morts, c'est catastrophique. Mais plus on saura plus on saura apprendre de ça, mieux ce sera. Et du coup, je pense qu'il y a plein de choses à changer. Moi, j'y crois. Je pense qu'on va se réadapter. L'humanité, elle n'est pas raisonnable, mais elle est intelligente. Et du coup, on est déjà dans la solution. On voit plein de gens se poser de questions. On voit, on voit que notre activité, elle progresse. Ça va être difficile, ça va être compliqué. Mais je pense qu'on a l'occasion rare de changer beaucoup de choses en un temps très court. Alors, Sonia, il y a une question par rapport à ça? Oui, il y a Olivier qui demande si il voit une vraie nouvelle tendance pour d'autres entreprises de suivre ta voie, enfin la voie de 1083. Oui, je crois. Ça va accélérer les choses encore une fois. Je crois que oui, chacun, si nous on réussit à faire ce qu'on fait dans le jean, quand même le jean, c'est pas la fusée Ariane. Hein. Donc c'est un produit très concurrentiel, très mondialisé, très polluant. Il y en a plein des produits comme ça. Et si on cherche des solutions, c'est certain qu'on les trouve. Il faut y mettre une énergie totale, mais on trouve des solutions. Et là, je crois que bien sûr, il y aura plein de gens qui vont continuer d'acheter de la merde. On voit, là, il y a plein de bouchons à McDo quand ils rouvrent. Bon, c'est la vie, c'est humain. Et en plus, on est tous paradoxaux. Pour autant, je me mets dans la tête d'un grand dirigeant d'entreprise ou de pays. Lui, il voit une catastrophe, là. Il vit une catastrophe. Le grand dirigeant d'entreprise, il s'aperçoit que sa bonne affaire de fabriquer tout en Chine, elle se transforme en perte énorme, tellement, en fait, il n'y a aucune résilience d'avoir mis tous ses œufs dans le même panier. Et donc, juste s'il fait une analyse de risque basique, il va se dire, mais en fait, ce n'est pas du tout raisonnable de continuer comme ça. Il faut que je diversifie. Et il faut que je diversifie un peu à proximité. Donc, automatiquement, lui, si je pense comme un gestionnaire basique qu'il est, je me dis, il ne va pas avoir d'autre choix que d'agir. Et la solution est forcément en partie locale. Et ça, du coup, quelque part, ça va réamorcer la pompe dans l'autre sens. Ça va être lent, mais grâce à cette crise, ça va être plus rapide que jamais. Donc, voilà, c'est plutôt… moi, j'y crois, quoi. Alors, ça ouvre du coup sur la question, je ne sais pas si elle est devenue culte, après 5 lives, ce serait un peu prétentieux, mais en tout cas habituel, qui est juste après, on fait quoi? C'est quel conseil tu voudrais donner pour des personnes qui veulent changer les choses dans leur entreprise post-confinement et potentiellement, si on reste sur le sujet de la relocalisation, qui voudraient pousser ou réfléchir à ce que leur secteur d'activité soit dans une logique plus locale par rapport à l'écosystème qui est cohérent, comme si on reprend l'histoire de l'élastique. Et comment est-ce qu'on fait pour aider 1083 dans cette période par rapport à tous ceux qui nous écoutent? Alors déjà, si tout ce qu'on fait répond à ce que vous croyez, le jour où vous avez acheté un jean, achetez-le chez les marques que vous trouvez en phase avec vous. Et ça, c'est valable pour les jeans, mais c'est valable pour les chaussures, les pulls rouges, mais aussi les haricots, les patates, vos téléphones, etc. quoi. Donc, voilà, votre carte bleue vaut tous les bulletins de vote. En ce moment, plus que jamais. Donc, ça, c'est un premier point. Et après, sur les conseils, moi, je dirais juste de faire sa part. On a tous une carte bleue personnelle, on a une carte bleue professionnelle. On engage des dépenses et on a un domaine de responsabilité dans son boulot, quel qu'il soit. Et si chacun à son échelle, on fait sa part à hauteur de son niveau de responsabilité, on change les choses. Et après, tout ce qui est externe, on peut essayer de l'accélérer, de le provoquer, mais ça ne dépend plus de soi. Donc du coup, il faut le faire pour soi. Ainsi, on n'a pas la frustration de voir tout ce qui n'est pas fait, mais on a juste la satisfaction de faire ce qui nous semble être juste.
Et sur les conseils en général, pour ceux qui entreprennent, il y avait une question tout à l'heure pour toute la partie lancer sa marque, etc. Moi, j'en donne souvent deux, c'est d'écouter tout le monde pour avoir tous les signaux faibles, capter toutes les petites idées, tous les petits courants qui sont hyper inspirants, hyper intéressants, mais aussi d'écouter personne, parce que sinon, on ne fait rien de plus que ce que les gens ont déjà fait. Donc voilà, il faut garder son libre arbitre et écouter tout le monde et faire ce à quoi on croit. Et puis, si ça marche, c'est cool. Et si ça ne marche pas, ben, on a appris. Ça marche. Alors, on rentre dans la phase de questions-réponses pour finir ce live. On va essayer de se donner un quart d'heure pour pas dépasser l'heure et demie de live. Donc, je t'invite à faire des réponses autant que faire se peut concises et je laisse Sonia à la manœuvre. J'essaye. C'est parti, j'ai encore pas mal de questions. Alors, quels seraient tes conseils aux entreprises pour relocaliser et s'orienter vers un sourcing plus durable? C'est la question d'Isabelle. Se questionner avant tout sur son modèle de distribution. Parce qu'en fait, 6083 est au prix de Lévis, c'est avant tout une révolution de distribution et pas une révolution de production. Il y a un passage dans le livre, si je dois être court, donc pardon, je fais référence au livre, mais quand j'explique l'évolution de la filière de production et de distribution pour les 30 Glorieuses, son évolution dans les années 80, le court-circuit des grandes marques qui ont ensuite fait des marques de distributeurs et notre vision des circuits courts aujourd'hui, on voit à quel point en fait, nos modèles d'aujourd'hui sont compatibles avec les 30 Glorieuses, et quel que soit le coût du travail d'ailleurs. Et du coup, pour moi, c'est avant tout un choix de distribution. Et après, une fois que tu as le modèle économique qui te permet d'être compétitif, et ben en fait, le Made in France est possible. Super, j'ai une autre question aussi intéressante de Catherine. Donc, elle trouve que ta vision dépasse l'activité textile et en fait, elle se demande pour pouvoir reproduire ce modèle s'il y a des soutiens de la part des pouvoirs publics en local ou en national. Non, pas tellement. Alors, un peu, mais en suiveur. Et la politique, c'est hyper important. J'ai moi-même été candidat à Romans au municipal et c'est passionnant. Tout est politique de toute façon. Hein. Le choix de cette chaise, c'est politique. Enfin voilà, ça fait la société dans laquelle on est. Donc tout est politique. Alors pardon, j'ai oublié la question parce que j'avais une logique quand Il y même. avait des aides des pouvoirs publics au niveau national ou local. Mais il ne faut pas attendre des élus et des collectivités qui soient avant la société. Bien sûr, il peut y avoir des visionnaires et des gens géniaux dans tout ça, il y en a. Mais comme les collectivités, elles sont au service d'eux et elles sont dirigées par des gens qui sont élus par les gens, par la population, un élu, il ne peut pas être élu s'il est trop visionnaire. Parce qu'en fait, du coup, il ne va pas se faire élire. Ce sera à côté du marché, ce sera à côté des gens. Les émissions d'Arte, c'est peut-être les plus géniales, mais les gens ils regardent TF1. Donc en fait, il ne faut pas attendre des collectivités qu'elles soient devant. Il faut être au devant de sa propre vie et faire ce qu'on trouve juste, pas pour changer le monde, parce qu'en vrai, quand on a un combat extraordinaire à mener qui nous touche, ça peut être les droits de l'homme, l'esclavagisme à l'époque, les droits des femmes ou le Made in France, en réalité, il n'y a qu'un champion qui devient le génie de cette cause-là. Mais pour que ce champion existe, il y a eu plein de ratés avant. Et ces ratés-là, si les gens qui avaient porté ces causes-là et qui ne les avaient pas mis en œuvre attendaient que ça se fasse, que ce soit réussi, en fait, ça veut dire qu'ils sont tous frustrés, quoi. Ils sont tous malheureux tout au long de leur combat. Donc, moi, que je sois le premier ou le génie de mon combat, je m'en fous. Je ne le fais pas pour les autres presque, je le fais pour moi. Et du coup, grâce à ça, on porte ces idées sans perdre d'énergie, sans être découragé. Merci. J'ai une question d'Olivier sur. Donc, il nous dit que toi, tu as un modèle B2C, donc tes clients sont des consommateurs. Il se demande si tu as des exemples similaires en B2B et sur le total, le Made in France. On est en B2B aussi. On a une centaine de revendeurs qui distribuent nos jeans. Et alors, comment on a fait pour mettre un revendeur dans notre filière en circuit court? Et en fait, on a enlevé les soldes. Quand on enlève la surmarge qui sert à faire croire que tu fais une bonne affaire quand tu vas en solde, et que tu as un prix juste médian toute l'année, tu peux te permettre une rémunération médiane pour le commerçant. En gros, le commerçant qui travaille dans la mode, il achète avec une marge de 50%. Donc, il achète 10 € hors taxe,
il vend 20 euros hors taxe, ce qu'il a acheté 10 euros hors taxe, plus la TVA, ça fait 24 TTC. Donc, ça fait un coef de 2,4, soit 50% de marge. Mais quand tu regardes le bilan d'un commerçant, ce n'est pas 50% sur son bilan, c'est 40%. Parce que 2 mois sur 12, il a eu les soldes qui ont dégradé sa marge. Et donc, 40%, ça ne fait pas un coef de 2,4, ça fait un coef de 2. Et s'il fait 40% toute l'année, eh ben, nous qui achetons, schématisons, 30 euros le jean et qu'ils vendons 90 euros TTC au consommateur final, si on faisait les soldes, alors on devrait vendre le jean, je ne sais pas, 36 euros pour que le commerçant fasse son coef de 2,4 et qu'il le vende 90 euros. Mais nous, avec juste 6 euros de marge, on n'aurait pas suffisamment pour payer toutes les charges fixes de l'entreprise, la logistique, etc. Par contre, si on ne solde pas le produit, le commerçant, pour faire ses 40% de marge, il n'a pas besoin de faire 50% et les soldes, il ne fait que 40. 40, c'est un coef2. Ça veut dire que son jean vendu 90 euros, il peut l'acheter 45 euros hors taxe. Et nous, ça veut dire qu'on gagne 15 euros sur le jean qu'on a acheté 30 euros et qu'on a vendu 45. Et donc, en éliminant les soldes, eh ben, on s'aperçoit qu'on peut remettre un distributeur, nous gagner notre vie normalement, lui gagner sa vie normalement, et du coup, décupler les capacités de production de la filière, puisque du coup, ça augmente les volumes de production. Donc, ça permet de créer plus d'emplois en atelier, avec un commerçant qui gagne sa vie, une marque qui gagne sa vie, et des ateliers qui gagnent sa vie, tout ça en France. Alors, j'ai d'autres questions maintenant plutôt sur l'aspect éco-conception. Il y a Thomas qui se demande si le secteur d'activité du textile sportif comme le matériel sportif peut avoir un avenir en conception ou éco-conception et fabrication française. Certainement. Il y a pas mal de marques de sport qui naissent en Made in France. On en prépare une avec Paul-Henri Mathieu, le tennisman. On va sortir une marque qui s'appelle Franjeu. On est dans le développement des prototypes. Et donc, on va sortir une marque de sport Made in France éco-conçue. Là encore, il y aura de la place pour tout le monde, tellement c'est un marché énorme. Pour nous, notre zone de confort, c'est le textile. Donc, on commence par le textile. Dans l'équipement, si dans le sport, tu as une technicité ou un domaine d'activité privilégié, c'est certainement possible. C'est possible dans le ski déjà. Alors, ça commence par des marchés niches, mais tout commence par une niche. Et peut-être demain, ça se développera. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas ou ça ne serait pas possible dans le sport. J'ai aussi une question de Mélisse sur les process de fabrication. Est-ce que l'impact énergétique a été réduit par rapport à un process plus classique? Alors oui. Déjà, par exemple, dans cet atelier, vous n'avez que des moteurs pas à pas et pas des moteurs qui tournent tout le temps, en fait. Donc, en fait, ça a diminué énormément la consommation des machines à coudre. Tous nos ateliers, tous nos magasins sont alimentés par Enercop, donc un fournisseur d'énergie propre. Après, notre gros sujet, c'est dans les Vosges. Notre usine, une filature et un tissage, ça consomme énormément d'énergie. Donc là, on a encore des progrès à faire. On est en train de remplacer, par exemple, les 15 000 mètres carrés d'éclairage fluorescent par des éclairages à LED pour diminuer la consommation de l'énergie. Mais la diminution la plus spectaculaire d'énergie que l'on ait en France, c'est par rapport au kilomètre. Un jean lambda, ça fait 65 000 km, une fois et demi le tour de la Terre. Nos jeans aujourd'hui font quelques milliers de kilomètres. Le plus long trajet, c'est la Tanzanie pour faire venir le coton. Après, c'est en centaines de kilomètres en France. Et demain, quand on produira notre propre coton grâce au recyclage, ce sera des économies d'énergie énormes que l'on fera à nouveau. Alors, j'ai une question sur l'élastane des jeans. Est-ce qu'il y a un problème pour le recyclage et est-ce qu'il y a des solutions qui commencent à émerger pour cela? Alors, on pensait que c'était un problème. Là, avec nos stratégies de détissage, il ne nous pose pas tellement de problèmes. Et si jamais il nous posait trop de problèmes, en fait, dans un jean, il n'y a pas forcément énormément d'élastane. Alors, il y a un biais quand même dans cette affaire-là, c'est que les jeans qu'on recycle aujourd'hui, c'est des jeans qui sont usagés, donc qui ont été vendus il y a 5, 6, 7 ans. Et à 5, 6, 7 ans, les jeans ultra skinny, etc., donc ultra fins et stretch, avec beaucoup d'élastane, n'existaient pas encore, enfin n'étaient pas à ce point présents. Donc, sur la base du gisement d'aujourd'hui, c'est-à-dire des jeans vendus il y a 5-6 ans, la part d'élastane par rapport à tous les autres fibres qu'il y a dans le jean n'est pas gênante pour nous. Par contre, à 2, 3, 4, 5 ans, on ne sait pas quel impact auront l'élastane toujours plus important qu'il y a dans les vêtements vendus aujourd'hui. Donc, nous, par exemple, sur les vêtements qu'on fait, nous, on met un minimum d'élastane. Il y en a besoin, parce que quand vous vendez une coupe slim, si vous ne mettez pas d'élastane, déjà, si vous arrivez à mettre votre jean, c'est très bien. Puis alors, si vous arrivez à l'enlever, c'est encore mieux.
parce que ce n'est pas du tout stretch. Mais du coup, l'idée, c'est d'en mettre le moins possible. J'ai Catherine qui demande si un jour le jean français 1083 existera sans bouton ni fermeture éclair pour les personnes handicapées. On travaille sur un modèle avec une ceinture élastiquée, mais ce n'est pas simple. En fait, on travaillait sur ce modèle-là pour faire un jean réversible. Donc noir d'un côté, bleu de l'autre, par exemple. Et ça permet de ne pas avoir à gérer la braguette. Sur ces projets-là, ça pourrait être hyper intéressant d'associer, parce qu'en fait, sur le handicap, il y a plein de handicaps différents aussi. Et du coup, c'est presque de l'ordre du sur-mesure. Et donc, ce qui est intéressant, je pense, sur ces produits-là, c'est que toutes les grandes marques là, réfléchissent à diminuer les cycles de production et donc être dans une forme de flux tendu. Ce flux tendu, il fait qu'on est dans une logique de production massive, mais très versatile, où on est capable de produire d'un coup un jean bleu, un jean rouge, etc. Et donc, ça fait des chaînes logistiques qui sont extrêmement versatiles. Et ces chaînes versatiles, c'est les seules qui sont capables de s'adapter et donc d'accueillir peut-être demain soit du vêtement personnalisé ou sur mesure. Et ça, c'est ce qui fait toutes les marques, parce que ça représente certainement un marché, mais soit aussi des vêtements particuliers pour notamment s'adapter au handicap. Donc moi, je pense que demain, le virage que va prendre l'industrie va rendre ces vêtements-là beaucoup plus accessibles. Je propose qu'on prenne une dernière question éventuellement pour respecter le timing. Alors, j'en ai une super. Pardon, attends, faut juste que je la retrouve. C'est Corinne qui te propose, Thomas, elle te demande si tu es ouvert à l'idée d'ouvrir une boutique 1083 à Port-Spoder. On en rêve depuis que j'ai créé 1083, depuis que je suis venu en vélo à Port-Spoder en 2014. On en rêve, donc 1000 fois oui. La personne à contacter, c'est Henriette, HENRIEDTE @1083.fr et Sébastien @1083.fr. Si un jour on peut ouvrir une boutique à Port-Spoder, je reviens en vélo à Port-Spoder. Et juste pour terminer, il y a des personnes qui souhaiteraient savoir si c'est possible d'échanger avec toi sur les solutions, les financements d'une nouvelle filière textile. Comment on peut te poser d'autres questions? Alors oui, mais c'est compliqué pour moi. Je croule un peu sous les emails et j'arrive pas trop à être très bon sur les messages LinkedIn, les mails, etc. Je sais pas comment font ceux qui sont connus parce que j'arrive pas à gérer. Et donc, j'ai fait le livre pour ça, pour partager tout ce que j'ai créé dans 1083. Je prépare une mise en ligne d'une partie des choses du livre, justement pour faciliter encore le changement et aider tous ceux qui peuvent l'être. Je pense que le mieux, c'est de passer par le livre. Et il y a un mail sur le livre, c'est remaidenfrance@1083.fr. Et si on n'est pas trop mauvais, on saura répondre à vos questions. Vous pouvez nous envoyer aussi un mail à contact@1083.fr. Voilà, c'est là où il y a le plus de chances d'y arriver. Mon mail, c'est thomas@1083.fr, mais c'est le moyen le moins fiable de me joindre, parce qu'en fait, j'en reçois tellement que j'arrive pas à tout traiter. Et du coup, par avance, désolé de ne pas répondre à vos emails si jamais je ne répondais pas. Bon, en tout cas, Alors, Corinne, très partante pour la boutique à Port-Spoder. Elle va sûrement contacter Henriette et Sébastien. C'est bien, merci. Alors, j'en profite pour faire la promo du livre, du coup, effectivement, de Thomas, Remède en France, qui explique effectivement les coulisses et l'histoire, l'aventure de 1083. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous invite évidemment à acheter ce livre qui se lit très facilement. Du coup, je vous remercie tous pour votre présence et pour votre participation. C'était un live riche en questions et on aime ça. J'en profite pour faire la promotion de ce qui va se passer la semaine prochaine. La semaine prochaine, on recevra le label Bicorp, puisqu'on avait commencé à en parler avec notre premier invité, Thibaut Mervoyer de Ephemer Square, qui nous disait qu'ils étaient une entreprise Bicorp et comment ce label les aidait pour aller vers un modèle plus vertueux. Et donc, on fera la semaine prochaine un format un peu différent, puisqu'on fera non pas un webinaire, mais une réunion sur laquelle il y aura un temps d'échange. Il y aura 20 minutes de présentation et ensuite, ce sera vraiment un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions et que ça puisse vous donner des astuces pour faire bouger les lignes une fois que ce confinement est passé. Donc, on vous donne rendez-vous. Je vais vous mettre le lien pour vous inscrire la semaine prochaine, jeudi, même heure à 17h.
Et écoutez, je vous remercie pour ce temps passé avec nous. Je remercie évidemment Thomas et Sonia et je vous fais un petit sondage de fin. Merci à tous. Merci beaucoup.